être là pour une conférence qu'on a co-organisée avec Servir, c'est-à-dire l'Association des anciens élèves de l'ENA, dont j'ai l'honneur de présider la commission de transition écologique, et puis Sciences Po avec Anne-Béatrice Schlumberger. Alors, on a choisi un thème qui n'est pas d'une extraordinaire originalité. Depuis le début de l'année, au moins, si ce n'est plus, on parle d'intelligence artificielle en long, en large et en travers. Et c'est peut-être quand même pas totalement par hasard, parce que quand on a préparé cette conférence, un des intervenants nous rappelait que c'était l'innovation technologique qui s'était répandue à une vitesse fulgurante qui n'avait jamais été connue dans l'histoire. Pas forcément toujours de l'impact environnemental, alors qu'il est là et qui mérite une attention forte, que ce soit sur les impacts négatifs ou sur les impacts, ces possibilités d'utiliser l'IA au service de la protection de l'environnement. Alors je dis ça, mais quand même, à peu près au moment de l'élection de Trump à la présidence, vous l'avez entendu dire Drill, baby, drill for IA. Et la réponse de notre président qui était plug, baby, plug, puisque au moins on réduit l'impact carbone en venant s'installer en France pour prendre de l'électricité carbone. Une intensité énergétique bien plus faible que les autres intelligences artificielles sur le marché, même si je crois que Mistral est un peu dans les mêmes eaux. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il nous paraissait important d'aborder le sujet sous ces deux angles. Et pour ça, nous avons réuni trois intervenants qui se posent, je crois, tous la question de cet impact environnemental. Trois intervenants issus de trois mondes différents. Un qui a pour client et développe l'intelligence artificielle auprès de ses clients. Une ONG active sur les enjeux de transition et notamment de transition liée à l'intelligence artificielle ou plus généralement au numérique. Et puis un acteur de l'administration qui baigne dans l'innovation autour de l'intelligence artificielle, et pas que d'ailleurs, au sein du commissariat général au développement durable. Alors quand je vais citer ces trois personnes, je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous les présenter. Je commence par Thomas Cotinet à ma première gauche, ancien élève de l'ENA, de Centrale Lille. Il a débuté au sein des collectivités territoriales dans plusieurs départements et régions autour des sujets de développement économique et de compétitivité. Il a après rejoint le ministère de l'économie et la direction générale du Trésor à Bercy. Et à partir de là, il a cofondé le Liberté Living Lab, qui, comme son nom l'indique ou le laisse entendre, est un laboratoire engagé dans la tech for good. Et en 2020, il a créé et dirigé Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique rattaché au CGDD. Et il est par ailleurs enseignant à Dauphine et dirige une école doctorale, membre du conseil d'une école doctorale du CNAM. Lou Velgren, elle a un parcours plus jeune, un parcours un peu différent puisqu'elle est une ancienne de l'ESSEC. Elle a appris aussi à coder au wagon et elle a commencé à travailler dans des startups engagées dans la transition. Et il y a 4 ans, elle a rejoint Carbone 4 pour s'occuper des questions de numérique et de carbone. Donc, elle travaillait sur ces enjeux. Elle est devenue coprésidente de l'ONG Data for Good en 2017 et il y a quelques mois, je crois, elle a décidé d'en prendre le secrétariat général et de se consacrer à cette ONG à temps plein. Et elle est par ailleurs fondatrice, je crois, de l'ESSEC Transition, qui porte au sein de l'ESSEC les questions de transition environnementale. Et last but not least, Étienne Gras, diplômé de Sciences Po et de l'ENA, et un parcours original, je crois qu'on peut le dire, dans l'administration. Vous avez été au commissaire aux solidarités actives, au commissariat, pardon. Vous avez été au ministère des droits des femmes et de la ville,
comme directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez après rejoint l'AP-HP, été directeur de la stratégie, et vous avez dirigé à plusieurs chantiers de transformation. Et en 2018, vous avez rejoint Capgemini Vent, au sein de laquelle vous avez exercé plusieurs fonctions, avant d'en devenir depuis 2 ans le directeur exécutif France. Et vous avez aussi enseigné à Sciences Po pendant plusieurs années. Et je crois que Nicolas, voilà. J'ai pas mal de salles occupées. Alors, pour commencer, on va peut-être passer la parole à Lou, parce que je pense que sur le sujet des impacts, vous allez vous rejoindre, je pense, assez largement. Et je vais peut-être laisser la parole à Lou pour qu'elle nous dise, de son point de vue, que peut-on dire des impacts environnementaux de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Un micro ou... C'est enregistré, donc il y a besoin d'un micro. Ah, d'accord. Ok, bon, je vais essayer de... On a combien de temps pour que je parle des impacts? Euh, Ok. Alors, donc, quand on parle des impacts environnementaux de l'intelligence artificielle, je pense que c'est vraiment très important de distinguer les impacts directs des impacts indirects. Parce que quand on pense aux impacts, on va très souvent penser aux impacts directs et beaucoup moins aux impacts indirects. Donc, je vais commencer par les impacts directs. Donc, les impacts directs, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'en citer que 4-5 pour donner des grands ordres de grandeur. Mais le premier spoiler que je peux vous donner, c'est que c'est très difficile d'avoir des chiffres parce qu'aujourd'hui, les acteurs du numérique ne sont pas très transparents sur leur consommation. Donc, si je commence par l'électricité, qui est un peu la colonne vertébrale de l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, on a très peu de données, mais on considère que parmi celles qui sont les plus fiables, on a celle de l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit que aujourd'hui, la consommation des data centers, c'est à peu près 2% de la consommation d'électricité mondiale. Et dans ces 2%, aujourd'hui, l'IA, c'est autour de 10-20%. Mais ce qui est important de comprendre, c'est la dynamique. Parce que aujourd'hui, on est à 2%, mais en fait, on double, il prévoit un doublement d'ici 2026, et on est plutôt sur une courbe de croissance qui est plutôt exponentielle. Donc en 2026, on aura déjà doublé. Et en plus de doubler, la taille, la place que prend l'IA dans ces data centers augmente énormément également. Donc on estime autour de 60-70% d'ici à 2026. Et au-delà de cette dynamique qui est déjà gigantesque, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que 2%, c'est une moyenne qui est lissée à l'échelle mondiale. Mais en fait, les data centers, ils sont très localisés. Et donc, ils ont un impact très, très localisé. Et souvent, il y en a beaucoup dans des espaces très restreints. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça va venir générer énormément de conflits d'usage, notamment sur l'électricité. Je peux prendre un exemple proche de chez nous, à Londres, la ville de Londres, qui concentre 73% des data centers de l'Angleterre. En fait, elle ne peut pas construire de nouveaux logements dans de nombreux quartiers parce qu'en fait, elle n'a pas suffisamment d'électricité pour nourrir les nouveaux logements à cause de la demande des data centers. Donc ça, c'est pour l'électricité. Ensuite, les data centers, ça consomme aussi énormément d'eau. De l'eau à la fois pour fabriquer les data centers et puis de l'eau pour venir refroidir les serveurs. Et là, c'est pareil, on observe déjà et on va observer de plus en plus de conflits d'usage. Par exemple, en Espagne, il y a un projet de hyperscaler, donc d'énormes data centers, qui est en construction dans une zone qui est déjà en stress hydrique très fort. Et ça va venir rentrer en conflit d'usage avec l'agriculture, mais aussi les usages des riverains et des citoyens. Et au-delà de la question de l'eau, il y a aussi la question des métaux. Donc pour construire des data centers qui permettent d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle, il faut des dizaines de métaux différents, du tungstène, du cobalt, du cuivre.
des métaux qui sont déjà extrêmement sollicités par les besoins de la transition. Pour vous donner un chiffre, il y a le Shift Project qui a chiffré que 1 térawattheure donné à l'intelligence artificielle, c'est 6 millions de voitures qui ne seront pas électrifiées. Donc en fait, il y a vraiment cette question de conflit d'usage parce qu'on est sur des ressources finies et aussi fondamentalement de qui va décider de qui va pouvoir utiliser les ressources. Et aujourd'hui, c'est plutôt le marché qui décide. Donc ça, c'est pour les impacts directs qu'on a déjà tous un petit peu en tête. Et du coup, moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur les impacts indirects, qui sont pour moi fondamentaux, qui sont cette question de comment est-ce que, en fait, cette intelligence artificielle, elle vient mettre notre économie qui est déjà ultra carbonée sous stéroïdes en venant l'accélérer. Et ce, notamment en augmentant, en permettant d'augmenter la production. Je prends mon temps, mais on a dit que j'avais 10 minutes, hein. C'est OK. Ok. Notamment en venant augmenter la production. Donc, je vous donne un exemple. Un seul contrat de Microsoft avec ExxonMobil, ça lui permet de forer, grâce à l'usage de l'intelligence artificielle, ça lui permet de sortir 50 000 barils de pétrole supplémentaires. Et donc, sur un an, ça représente 640% de ce que Microsoft compense en émissions carbone. Donc, on voit un peu vraiment le décalage entre les émissions dites directes déclarées par les géants de la tech et en fait l'usage que vient permettre, vient décupler cette intelligence artificielle. Donc ça vient à la fois augmenter la production et en même temps, ça vient aussi aider à accélérer comment est-ce qu'elle va être écoulée. Et donc ça se fait par des algorithmes de recommandation qui vont venir vous pousser plein de produits dont vous n'avez pas forcément besoin. Et puis par une ultra personnalisation aussi de la publicité qui permet en fait d'augmenter les ventes. Et donc tout ça, ça va venir vraiment accélérer et mettre sous stéroïde notre économie. Et puis un dernier point hyper important que je pense à avoir en tête aussi quand on parle des impacts indirects de l'intelligence artificielle, c'est l'impact des IA de recommandation. Donc les réseaux sociaux qui sont basés sur des modèles économiques qui sont rémunérés en fait à la publicité, hein. Par exemple, Meta, 98% de leurs revenus, c'est de la publicité. Donc leur objectif, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible dessus par le truchement de plein de biais cognitifs qui font que on va être plus attiré par des informations qui sont violentes ou qui sont négatives. Ils vont pousser, les algorithmes vont pousser de plus en ce genre d'informations. Ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique et toutes les théories du complot sur le climat sont extrêmement sensibles à ce type d'informations. D'ailleurs, le climat, c'est le sujet sur lequel on désinforme le plus parmi toutes les causes de désinformation sur les réseaux. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vient façonner la manière dont les gens ils vont construire leur opinion, dont ils vont adhérer ou non à des mesures environnementales. Et donc, ça va venir en fait ralentir l'adhésion à des idées qui viennent pousser des mesures de transition et ralentir du coup l'adoption de ces mesures. Et donc, de manière indirecte, mais vraiment fondamentale, ça va venir influencer les personnes pour lesquelles on va voter, ça va venir polariser la société. Ça fait aussi énormément, le climat est un énorme sujet d'ingérence étrangère, notamment de la Russie. Donc ça vient vraiment nourrir la polarisation de la société et donc ralentir notre transition. Voilà, je vous ai fait un petit panorama, il y a plein d'autres impacts sociaux et autres, mais là on se focalise sur le climat, donc je m'arrête là. Enfin, environnement, pardon. Tu fais notre bonheur, je pense, pour ce soir. Ensuite, ouais. Ouais, alors, j'ai rien à retirer à ce qui a été dit. Donc, d'abord, je partage tout ce qui a été dit. Et sur le dernier point, il y a un bon projet, la Toulouse School of Economics, d'un économiste qui s'appelle Jean-François Bonnefond, qui crée une IA qui vise à convaincre, parce que les IA conversationnelles sont particulièrement performantes pour convaincre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et il y a un très bon numéro du magazine Science qui est dédié à cette capacité à convaincre. Une IA conversationnelle convainc plus que ce qu'on fait là, ou un panel, ou un nombre restreint, une discussion dans un nombre restreint de personnes. Parce que quand ils sont programmés pour convaincre, ils utilisent les arguments qui sont les plus circonstanciés pour convaincre.
Et donc Jean-François Bonnefond a eu l'idée, bah, pourquoi pas corriger ces biais en ayant un projet qui soit for good. Et donc il a un projet unique pour convaincre sur les conséquences du réchauffement climatique sur les réseaux sociaux. Et on va le soutenir chez Capgemini. Je pense que c'est un projet qui est vraiment intéressant. Nous, on a... Alors moi, je parle avec un autre point de vue, j'arrive au même résultat. Grosse entreprise française, Capgemini, entreprise française, qui a 50 000 salariés en France. On est le plus gros acteur de l'IA en France en termes de nombre de projets accompagnés. Dans mon entreprise qui est Capgemini Invent, on a à peu près 450 salariés qui font des algorithmes toute la journée. Et quand on se projette sur l'IA de demain, on arrive à un constat qui est documenté, hein. Je le dis parce que c'est notre expérience, mais c'est aussi documenté. L'énergie est le principal point de contention du développement de l'IA. L'accès à l'énergie. Si vous prenez 3 points de contention pour voir comment l'IA va se développer dans la planète, l'accès aux données pour être entraîné avec un plus gros volume de données, l'accès à des semi-conducteurs, des puces NVIDIA qui sont incontournables, et l'énergie. L'énergie est le premier sujet. Les puces NVIDIA le deuxième, avec les sujets indirects, parce que les puces, elles ont des métaux rares, et l'accès aux données le troisième. Donc l'énergie est le premier sujet. D'ailleurs, ça aboutit à des choses qui ne sont pas anecdotiques, qui est que les grands acteurs de data centers, de hyperscalers, Microsoft, AWS et Google, ont investi tous dans des entreprises qui produisent des réacteurs nucléaires de petite taille, les fameux SMR, et ils ont investi plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ils veulent se rendre indépendants sur le plan énergétique et être capables de produire une énergie continue et décarbonée à proximité de leur data center. La façon de faire, c'est de faire du nucléaire dans ce format-là. Après, pourquoi ce point de contention est fort? Donc nous, on a fait une étude pour le sommet de Paris. Ça nous paraissait être le plus gros sujet du sommet de Paris. Donc on a fait une première étude qui est publiée sur Archive et qui va être qui est soumise à une revue à comité de lecture, qui va être publiée dans une revue à comité de lecture. Et on a fait cette étude pour évaluer les impacts directs et indirects. Notre sujet, c'était le carbone. Hein, c'était au-delà de l'énergie, c'était le carbone. Donc on reprend tout le cycle que vous avez très bien décrit. Donc je ne vais pas le redécomposer. Ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est le glissement dans le portefeuille des modèles d'IA sur le marché. Donc, je ne sais pas qui est familier parmi vous des modèles d'IA. Je vois au moins 2 salariés du groupe Capgemini qui sont des experts absolus, mais je ne vais pas me caler sur eux. Les modèles d'IA d'ancienne génération, ils étaient discriminatifs, ils partaient de données et ils essayaient d'établir des règles dans ces données. Les modèles d'IA de nouvelle génération, ils sont dits génératifs. Donc, ils partent de données, on va prendre du langage, des tokens, des petits bouts de mots, et ils prédisent les mots d'après. Vous connaissez tous les GPT, ChatGPT, etc. Et on les entraîne pour ça. Je vais y revenir. C'est-à-dire qu'on charge en fait des réseaux de neurones pour qu'ils aient cette capacité de prédiction sur des bases de données de plus en plus larges. Il y a une course à l'échelle dans ce pré-entraînement de modèles. Et puis ensuite, on les déploie. Donc là, on va parler d'inférence. Le modèle est chargé, il contient sa capacité à prédire le mot d'après. Et ensuite, il va se déployer pour des usages qui mobilisent sa capacité à faire, mais il va se déployer dans lui-même des data centers avec des puissances de calcul. Le modèle ancien, il fait des opérations, j'allais dire mathématiques, qui sont relativement simples, qui discriminent entre des données. Le modèle nouveau, il doit remobiliser une base de données la plus lourde possible pour être très pertinent, qui est extrêmement importante. Donc là, le pré-entraînement consomme énormément d'électricité. Il n'y a aucune transparence, aucune, sur le volume de consommation énergétique lié à cette phase de pré-entraînement. Mistral, pas plus que d'autres. Et on a sollicité Mistral pour avoir les chiffres, on ne les a pas obtenus. C'est fait dans des énormes data centers aux États-Unis et très fréquemment, on fait des modèles, on dit fondationnels, c'est des modèles pré-entraînés qui ne servent à rien. On a brûlé je vais vous donner plein d'exemples où on fait ce qu'on dit no free lunch hein, dans le domaine du développement durable, où on fait du free lunch. Hein, donc on brûle du carbone pour rien. Donc on fait des modèles fondationnels. Je vais vous prendre un exemple. Abu Dhabi a développé un modèle qui s'appelle Falcon, qui est utilisé par personne. On a pré-entraîné un énorme modèle de données pour des usages qui sont nuls. Donc le monde de l'IA est fait du cimetière de tous ces modèles qui ont consommé du carbone pour rien. Ça rend malade mes équipes, puisqu'elles ont bien raison. Pourquoi on pré-entraîne les modèles pour rien? Pour des raisons capitalistiques principalement, mais en tout cas, ça ne sert à rien.
Et ensuite, quand vous les déployez, vous allez avoir différents types d'usages. Vous allez avoir des types d'usages tels que vous le connaissez, ChatGPT, un moteur de recherche qui répond à une question. Donc, ChatGPT versus Google ou Quant comme moteur de recherche, x10 en termes de consommation d'électricité. La même réponse. Vous faites juste x10 du jour au lendemain. Le ratio est posé. Mais ça, c'est un usage simple. C'est un usage, je produis une réponse unique à une question unique. Maintenant, le Graal des modèles d'IA, c'est ce qu'on appelle des agents. Donc, c'est des modèles qui ne vont pas simplement produire des réponses, mais qui vont produire de l'action. L'action dans un monde virtuel, rassurez-vous, ce n'est pas des actions robotiques, mais c'est de l'action dans un système d'information. Et donc, plutôt que d'avoir une question et une réponse, ces modèles, ils vont produire des questions et des réponses en permanence pour résoudre votre problème. Vous appelez un service client, vous avez besoin de savoir exactement où votre produit est défaillant. Il va d'abord chercher votre identité, vous identifier. Ensuite, il va commencer à savoir exactement votre référence produit. Ensuite, il va vous interroger sur les dysfonctions qui existent dans cette référence produit. Et puis, de bout en bout, vous allez être ravi parce que vous n'allez plus vous retrouver face à un service client qui ne peut pas répondre à votre question. Mais par contre, le modèle d'agent, il va consommer beaucoup plus. Donc, on a fait l'étude en se disant, entre l'inférence simple d'un bot, d'un agent conversationnel, et l'inférence moyenne d'un modèle d'agent, quel est le ratio de consommation d'électricité? Vous pensez qu'on fait combien? Fois 10, fois 20, fois 150, fois 2600. Fois 2600. En moyenne. Fois 2600. Et alors là, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Alors, on peut se dire la performance énergétique de l'inférence va s'améliorer, c'est vrai. La performance énergétique, elle s'améliore par un facteur 2 tous les ans, donc c'est quand même mieux, mais facteur 2 versus 2600, c'est pas très bon. On peut se dire tout le monde n'aura pas besoin des modèles d'agents dans l'IA. Donc nous, on a fait un scénario de déformation progressive du portefeuille d'IA des agents conversationnels vers les agents complexes. Mais à la fin, notre scénario le plus probable, c'est que le volume de consommation d'énergie de l'IA dans le monde, à échéance 2027, fait x25. Et ça, c'est le scénario probable d'une entreprise qui est dédiée aux technologies et qui a fait des bornes hautes et des bornes basses. Scénario de celui qui vend des semi-conducteurs pour les data centers qui vont armer ça. Le CEO, le président directeur général de NVIDIA, la semaine dernière, x100. Alors lui, c'est son business, donc il a intérêt à dire x100, mais il dit la demande d'électricité pour alimenter les data centers qui vont être armés par mes puces va faire x100 d'ici 2030. Nous, on dit x25 d'ici 2027. Vous faites l'un à l'autre. Le x25 d'ici 2027, ça veut dire que le chiffre de 2% que vous avez donné, il passe à 7,5% en 2027. 7,5%. Je vous le dis assez simplement, je ne peux pas rentrer chez moi dire à mes enfants, j'ai bossé pour une entreprise qui a contribué à alimenter cette dynamique. Je ne l'assume pas. Vous l'assumez sans doute pas tous. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de structuration de marché, d'abord, et de free lunch. C'est là-dessus que je voudrais insister. Et je vais vous le dire d'une façon simple, vous pourrez répéter à tout le monde parce que moi, c'est le chiffre qui m'a le plus parlé. Après, j'arrête avec mes chiffres. Les 2600, un agent, quand il est utilisé par exemple par une banque pour vous faire les opérations qui vous permettent de vous connecter en ligne, c'est l'équivalent de la consommation d'un grille-pain pendant 1 minute à 100 watts. On ne vit pas dans un monde où on peut appuyer sur un grille-pain, attendre 1 minute sans qu'il y ait du pain à l'intérieur. Le glissement qui est en train de subir l'IA n'est pas contrôlé et ne bénéficie d'aucun mécanisme de contrôle. C'est là-dessus que je voudrais venir. C'est-à-dire, on est dans pour l'instant, un marché dans lequel la corde de rappel principale est le prix de l'électricité. C'est-à-dire, le prix de l'électricité va créer du prix de fonctionnement des data centers qui va créer du prix pour l'inférence des modèles d'IA. Le problème, c'est que ce marché, il est très brouillé dans son fonctionnement parce que chaque acteur de l'IA a intérêt à acquérir des parts de marché. Donc le prix de l'électricité, non seulement il est subventionné, ce qui est sans doute dans un monde où l'IA prend une part si importante, une erreur sur le plan de la protection de la planète et sur le plan économique. Il est très fortement subventionné. Mais par ailleurs, les entreprises le subventionnent. Je ne peux pas vous dire quel est le réel coût de revient de mettons Microsoft quand on déploie OpenAI aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire que c'est sans doute la licence que Microsoft va vous faire payer quand vous prenez Copilot, qui est la suite d'OpenAI,
elle est très, très subventionnée sur le plan du prix de l'électricité, avec un pari de Microsoft qu'on ira vers des solutions plus sobres. Donc le premier sujet, c'est le marché. C'est faire payer le carbone. Ça me paraît être indispensable dans le monde de l'IA. Le consommateur qui, en cliquant sur ChatGPT, lance en fait un grille-pain pendant 1 minute, il doit le savoir. C'est le point de départ de tout. Après, il y a deux autres champs, et je m'arrêterai. Il y a un deuxième champ de progrès qui est les semi-conducteurs proprement dit. Tels qu'ils fonctionnent, ils ne sont pas optimisés pour ce monde de l'IA. Les fameuses cartes graphiques de NVIDIA, ils sont faits pour des jeux vidéo, ils ne sont pas faits pour l'IA. Et donc, on peut gagner énormément de consommation énergétique en optimisant ces semi-conducteurs. Alors, rassurez-vous, là, il y a un capital investi qui est considérable pour le faire. Il y a des gains qui sont chaque année très importants. Et il y a une recherche qui est très active. On a un écosystème de recherche en France qui est très bon avec le CEA qui travaille sur le neuromorphic computing. On a un certain nombre d'acteurs sur le design des semi-conducteurs qui sont présents. Je pense que ça ne fera pas néanmoins la compensation du x25. Donc, ce n'est pas un levier suffisant, mais c'est un levier qui est important. Et le troisième levier, vous l'avez abordé, je pense qu'il est assez clé. Les data centers, non seulement ils doivent être optimisés, donc oui, un data center hyperscale Microsoft, il consomme moins en moyenne qu'un data center qui n'est pas utilisé à plein. Oui, il vaut mieux que vous, à consommation équivalente, il vaut mieux que vous mettiez vos données dans un data center qui obéit à une chaîne de production mondiale parce qu'il va être totalement optimisé plutôt que dans le data center d'une entreprise qui n'est pas pleinement utilisée. Parce que sinon, vous allez ne pas consommer pleinement ses capacités. Mais au-delà de ça, il y a toute une série de technologies dans ces data centers qui sont nécessaires pour réduire leur bilan énergétique. Donc, on utilise du verre pour éviter de faire chauffer les data centers. Les circuits de l'eau pour refroidir les data centers ne sont pas du tout optimisés. On a une entreprise en France qui s'appelle OVH qui est plutôt performante là-dessus. Mais il y a énormément de progrès à faire sur ces circuits-là. On doit réduire la consommation de métaux rares qui sont extrêmement consommateurs de carbone pour des raisons indirectes que vous avez bien décrites. Donc, le volant de progrès technologique qui va permettre de réduire le bilan carbone de l'IA est devant nous. Le seul problème, c'est que si vous n'avez pas mis un prix sur le carbone, vous n'avez aucune raison que ce marché se structure. Donc, une fois encore, je pense que le point de départ de toute chose, c'est de fixer un prix sur la valeur du carbone qu'on consomme avec de l'IA. Peut-être une réponse, un commentaire sur ces aspects. Et Lou, boule d'impatience de commenter aussi. Oui, je vais vous donner aussi quelques métriques que j'utilise. Là, on a eu pas mal de rendez-vous avec les scientifiques qui travaillent sur tous ces sujets. Et ce qu'il faut avoir en tête, ça a été effleuré, c'est qu'on est au tout début de l'histoire de la connaissance scientifique aussi de cet impact environnemental de l'intelligence artificielle. Ce sont des travaux qui seront très compliqués pour la raison qu'a évoquée Lou, c'est qu'il y a assez peu de transparence, mais il y a quand même des études qui se font et des travaux qui donnent des résultats. Tous les 30 ou 40 prompts, interrogations, c'est un demi-litre d'eau en moyenne. L'Agence internationale de l'énergie qui a déjà été citée par Lou, le passage à 2%, elle a aussi dit que si on prend toute l'énergie de 2023 à 2026, donc en seulement 4 années, c'est x10. Et c'est x10 minimum, et on sait que ça va être dépassé. Sur le CO2, les émissions de CO2, on a quelques grandes entreprises qui, voilà, ça peut paraître loin depuis l'élection de Donald Trump, mais il y a 4 ou 5 ans, une grande partie des grandes entreprises mondiales de la tech, de la finance, étaient engagées dans des trajectoires net zéro, avaient commencé à faire un petit peu de transparence, de délivrer des chiffres. Donc sur le CO2, voilà, on a deux GAFAM qui ont complètement déraillé, qui ont fait plus 44% d'un truc qui aurait dû être à zéro, parce qu'il y avait des très gros investissements qui étaient faits, et uniquement liés à l'intelligence artificielle. Et derrière, il y a un phénomène qu'on n'a pas encore évoqué, mais je pense qu'il est connu d'une partie d'entre vous, c'est le paradoxe de Jevons, donc l'effet rebond. Donc on est dans ce domaine qui a longtemps été tracté par la loi de Moore depuis 40 ans, où tous les 18 mois, tous les 2 ans, on a des performances qui sont multipliées par 2. C'est une loi qui, grosso modo, a été vérifiée et a tracté une grande partie du capitalisme mondial et américain derrière cela. Donc vous allez avoir des industriels qui vont vous dire, mais oui, mais les processeurs, enfin les technologies qu'on utilise derrière, elles évoluent, elles sont beaucoup moins gourmandes qu'avant. Et c'est vrai, hein.
On a quelques GAFAM là, qui ont annoncé des performances récemment où c'est moins 70% que la génération d'avant. Oui, 70% en moins. Alors, soit d'énergie de CO2, ça peut paraître incroyable, mais en réalité, c'est complètement absorbé et même dépassé par l'évolution qu'il y a sur les usages. Et donc, au final, ça fait un impact environnemental qui continue d'augmenter de façon exponentielle, malgré les progrès technologiques qui sont réels, voilà, qui sont incontestables, mais qui ne pèsent que très peu par rapport à l'augmentation des usages. Et là, un petit commentaire sur la notion de marché. Une autre métrique, voilà, les milliards. Donc, on est dans un pays où on a un État, en gros, dont le budget est de 450 milliards par an, là, grosso modo. Bah, le plan Stargate annoncé par les USA, c'est 500 milliards, dont 100 milliards d'argent frais disponibles tout de suite. La Corée du Sud a annoncé 250 milliards. Donc on a des capitaux qui affluent de façon complètement monstrueuse, alors qui font fonctionner toute une chaîne de valeur d'entreprise. Mais peut-on parler de marché? Je ne le sais pas. Il y a beaucoup d'interrogations parce qu'en réalité, il n'y a pas de monétisation. C'est-à-dire qu'il y a des investissements qui sont faits, mais il n'y a pas réellement d'achat par des consommateurs du service qui est rendu. On rentre dans des logiques de confort, on se met à utiliser, enfin je dis bon, mais j'essaie de ne pas le faire, ces technologies à la moindre recherche, mais il n'y a pas réellement de marché de monétisation. Il y a un pari de Pascal qui est fait par toutes ces grandes entreprises, voilà, qui sont très impressionnées par les performances qui sont réelles de ces outils. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura bien un jour où il y aura une monétisation. Voilà, donc ça c'est pour juste rappeler quelques ordres de grandeur, quelques métriques qui sont vertigineux. Et donc le sujet environnemental, il est tout simplement majeur. Alors comment, quelques réponses, puisque tu me tendais la perche. Donc on en parlera à la fin, mais cette technologie a aussi des intérêts pour la transition écologique. Donc nous, au pôle ministériel, territoire, transition écologique, donc qui comprend logement, transport, construction, biodiversité, tout ça, on a fait un travail il y a 4 ans, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait pour de vrai en termes d'investissement dans l'intelligence artificielle quand on a créé Ecolab. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de preuves de concept, mais très peu de vrais investissements, beaucoup de d'IA washing, d'entreprises qui vendaient aux autres entreprises, aux collectivités de l'IA, et ce n'était pas du tout de l'IA. Voilà, donc on a essayé de réfléchir, mais d'où ça venait, pourquoi, etc. Et donc on a pris la décision d'essayer d'injecter un petit peu d'argent, d'intelligence dans tout ça, et en se fixant d'emblée l'objectif d'être impérativement dans le registre de l'intelligence artificielle frugale. Donc on a fixé ça comme règle, alors qu'on ne savait pas définir à ce que c'était que l'intelligence artificielle frugale. Donc, on a eu la chance d'avoir la confiance des services du Premier ministre et du coordinateur national de l'intelligence artificielle de l'époque, le préfet Vedel. On s'est lancé là-dedans. En parallèle, on a investi dans la recherche pour commencer à documenter, à essayer de décrire ce que ça pouvait être que de se doter d'un référentiel d'intelligence artificielle frugale. Il y a d'ailleurs un petit commun dans lequel on a investi, mais qui prend beaucoup d'ampleur, qui est piloté par un chercheur français qui est désormais localisé à Cambridge dans un Green Algorithm. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, qui est assez intéressant pour évaluer une couche de l'impact environnemental de l'IA. Et puis voilà, on a constitué un écosystème d'acteurs industriels, collectivités, start-up autour de cela. Alors un peu intéressé en partie, parce qu'il y avait de l'argent pour faire naître des projets très concrets, dont on parlera à la fin, plutôt tournés sur l'usage. Et donc avec cette exigence de l'intelligence artificielle frugale qu'il a fallu documenter, mettre en œuvre. Ça a révélé des initiatives assez intéressantes. Et donc, fin 2023, on a donné rendez-vous à cet écosystème. On avait 900 personnes qui étaient venues dans une des réunions. On leur a dit, voilà, venez le 15 janvier 2024 au ministère. On vous accueillera avec Bercy aussi, la coordination nationale de l'IA. Puis celles et ceux qui le voudront, bah, on se lancera ensemble dans un chantier pour doter le pays bah, d'un premier standard, d'un premier référentiel assez modeste. Alors, quel est le choix tactique qu'on a fait à ce moment-là? Alors, certains nous critiquent et nous disent que c'est pas assez, mais voilà, tout est relatif. On a fait le choix de la norme volontaire. C'est-à-dire que voilà, on s'est mis dans le registre des normes de type AFNOR, ISO. Donc, il y a 150 personnes qui sont venues ce jour-là, 120 qui ont accepté de se mobiliser, de travailler. Ça a duré 5 mois. Ils étaient répartis dans 3 groupes de travail, une demi-journée par semaine. Et ils ont travaillé sur quoi? Bah déjà, définissons ce que c'est que cette intelligence artificielle frugale, avec beaucoup de scientifiques et d'industriels. Travaillons sur les outils de mesure de cet impact environnemental.
Donc il y avait déjà certaines techniques éprouvées, mais tout ça est naissant. Et puis le troisième axe, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles pratiques il faut avoir pour limiter cet impact environnemental? Donc ça a été beaucoup plus rapide que prévu parce qu'en 5 mois, on l'a terminé au lieu d'un an. Et puis on s'est rendu compte, après l'avoir publié, que c'était une première mondiale. Voilà, c'était passé un peu inaperçu parce qu'il y avait 10 solutions, mais on est le premier pays à avoir fait ce travail d'élaborer ce référentiel d'intelligence artificielle frugale. Donc c'est pas de la norme coercitive, ça vient pas vous interdire de faire ceci ou cela, mais ça vous donne des points de repère et les entreprises, donc de très grandes entreprises ont participé à ces travaux et ont adopté le principe, l'utilisent désormais pour répandre dans leur organisation des pratiques. Donc il y a des questions à se poser. D'ailleurs, la première, c'est celle du recours à l'IA, tout simplement, parce qu'on a, on a beaucoup de... Donc c'était évoqué par Étienne quand tu disais la requête classique et l'autre C x 10. C'est vrai que déjà c'est un exemple, mais malheureusement il y a beaucoup d'exemples comme ça. Alors le recours à l'IA, le recours à l'IA générative qui est donc encore plus polluante que d'autres modèles d'IA. Voilà, toute une série de préconisations. Et l'accueil a été plutôt positif, malgré une promotion assez faible, parce qu'on était dans un moment où on n'avait pas le droit de communiquer sur les réalisations du gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rappelez toute cette période-là. Et donc, on a proposé ça au niveau européen. Il y a eu un accueil aussi plutôt positif donc au Comité européen de normalisation, le Joint Technical Committee à 21. Donc il y a un comité dédié à ça. Et les 27 et le Royaume-Uni ont dit go, on y va, on va essayer de créer une couche européenne de normalisation pour avoir des points de repère en matière d'intelligence artificielle frugale. Et on a été très très surpris par l'accueil. Alors tout ça était avant l'élection de Donald Trump. Et donc en octobre, on l'a proposé au niveau mondial. On a fait venir avec l'UNESCO, l'OCDE, l'Organisation internationale des télécoms, les Nations Unies, l'ensemble des experts d'intelligence artificielle de l'ensemble des continents qui participent au groupement ISO 42, enfin tout ce qui est travaux de normalisation des standards sur l'intelligence artificielle. Et finalement, ça a pas mal pris. On les a fait travailler quelques jours et est née l'ambition de nous doter d'une feuille de route internationale de l'impact environnemental de l'IA. Je la fais courte, il y a eu le sommet mondial, on a lancé une coalition mondiale pour soutenir ces efforts sur l'intelligence artificielle durable. D'ailleurs, Capgemini a rejoint cette coalition. Merci. Donc c'est de la soft law, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est le truc extraordinaire qui cadre tous les sujets qui ont été évoqués par Lou, mais c'est un point de départ. Et surtout, il y a eu un événement majeur entre-temps. Alors ça a été plus que l'élection, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump le 20 ou le 21 janvier, et depuis, un impact retentissant aussi bien sur les organisations internationales que sur un grand nombre d'industriels dans l'ensemble des continents qui ont commencé à prendre peur s'y rester exposés, à annoncer des investissements sur tous les sujets où il y avait alors le mot femme, le mot équité, diversité, mais aussi le mot climat ou environnement. Et malgré ça, finalement, peut-être grâce à ça, cette coalition prospère. Là, on est à plus de 150 membres. On est en train d'avancer sur les standards, sur les data centers, sur les investissements, sur le calcul d'impact. C'est-à-dire qu'il y a un contre-mouvement qui se met en place, alors qui est très intéressé, parce qu'il y a comme enjeu derrière, pour un grand nombre d'entreprises, à être les premières, à être capables de proposer des systèmes d'intelligence artificielle frugaux, parce qu'il y a un marché derrière cela. Et puis aussi, la frugalité, c'est des économies. Donc ça peut renforcer la marge. Voilà, lors du sommet mondial de l'IA, un des GAFAM qui m'a fait la démonstration que quand on avait 1 milliard de clients, finalement, tel ou tel petit gain, c'était gigantesque. Et puis, autre facteur qui est devenu malheureusement encore plus une référence de toutes les discussions qu'on peut avoir sur les politiques publiques en ce moment. Et l'intérêt général, c'est la souveraineté avec la situation internationale qu'on a. La frugalité, ça permet aussi d'être moins dépendant sur des consommations de matériaux aussi qui ont été évoqués par Étienne, etc. Donc on est là-dedans. Donc oui, c'est très compliqué. Oui, il y a une opacité incroyable des grands acteurs industriels du sujet, mais il y a la place pour une autre façon de développer ces systèmes d'IA. Certains acteurs industriels des différents continents font la déclaration d'intention d'aller là-dessus. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Donc le tableau reste très, très inquiétant parce que pendant ce temps-là, ça reste sur des trajectoires exponentielles. Et donc on est vraiment sur un impact environnemental vertigineux. Mais il y a un mouvement qui est en cours et il y a des initiatives réglementaires. Alors
en normes volontaires, hein, pas en réglementation stricte à ce stade, qui sont prises au niveau national, européen et international. La coalition en question, certains grands acteurs s'en sont retirés après les menaces de Donald Trump, mais d'autres sont arrivés. Donc il y a un secrétariat qui s'est mis en place. L'Organisation internationale des télécoms co-anime cela avec nous et avec la partie environnement des Nations Unies. Et il y a des grandes échéances qui sont prévues donc, à l'été et on va essayer d'installer le sujet de l'impact environnemental de l'IA au plus haut de l'agenda de la prochaine COP, mais également du G7. Donc il y a des initiatives qui sont prises quand même voilà, en ce moment. Merci. Étienne doit nous quitter dans 3 minutes, 1 minute. Un propos conclusif, éventuellement une question, ou même pas une question. Donc elle ne va pas attendre, vous m'excusez. Non, je n'ai pas de propos conclusifs. Je suis assez ravi de l'alignement qu'on a eu dans les messages qu'on a passés. Je pense que la partie qu'on n'a pas traitée dans sa clarté, c'est le mix énergétique qui est sous-jacent dans ce qu'on a dit. On a des activités, nous, dans le groupe au Moyen-Orient aussi. Et quand vous travaillez sur une IA au Moyen-Orient, elle est 100% carbonée. Donc, il faut qu'on veille à ne pas mélanger énergie et carbone. Je pense. Une IA au Moyen-Orient, elle est 100% carbonée. Non seulement la consommation électrique est très importante, mais elle est 100% carbonée. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le voir, les gouvernements de Doha, d'Abu Dhabi nous disent les data centers ne veulent pas s'installer chez nous pour cette raison-là. En France, on a la chance que 98% de l'alimentation des data centers soit fait par une énergie qui est très faiblement carbonée, qui est l'énergie nucléaire. Et c'est notre facteur. On est le pays le mieux classé au monde sur ce paramètre, c'est-à-dire quelle est la source énergétique des data centers, le volume de capacité à alimenter en continu en 24/7 les data centers en France, on est 98%. Il n'y a qu'une région du Canada qui fait mieux que la France, mais pas le Canada en sa globalité. Et ça crée c'est un facteur d'attractivité qui est extrêmement fort. Donc, je pense que c'est bien aussi de le garder à l'esprit. Alors, ça résonne avec des débats qui sont intervenus aussi la semaine dernière ou en début de semaine sur est-ce qu'il faut subventionner l'électricité? Je ne sais pas. Est-ce que dans le mix énergétique, il faut sécuriser un approvisionnement nucléaire pour faire face à l'IA? Sans doute. Après, ça renvoie aussi à une sujet de soutenabilité de l'énergie nucléaire et c'est une autre discussion. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Je vous laisse. On peut peut-être applaudir Étienne. Est-ce que je peux rebondir rapidement? Non mais ouais, non mais je voulais rebondir. Tu l'as un peu dit, mais moi je voudrais quand même qu'on sorte un peu de ce mythe de l'efficacité énergétique des data centers parce que en fait, c'est l'histoire de la technologie, et de l'énergie. Donc, je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, le livre de Jean-Baptiste Fressoz, qui est un historien de l'environnement et des techniques, qui nous explique très simplement qu'il n'y a jamais eu de transition et qu'à chaque fois qu'on on invente quelque chose de plus décarboné, une nouvelle énergie décarbonée, en fait, elle vient juste s'empiler et jamais se substituer. Et en fait, quand on parle d'IA, on nous vend un espèce de truc qui va venir augmenter, améliorer l'efficacité énergétique de tout ce qu'on fait, être beaucoup plus efficace. Mais comme tu l'as très bien expliqué, Thomas, en fait, en permanence, derrière, on est plus efficace sur une unité, mais on consomme beaucoup plus d'unités. Donc, en fait, on fait que consommer plus. Donc, en fait, la question fondamentale, c'est juste à quoi elle sert. Et puis, ça sert à quoi d'avoir une IA frugale si derrière, c'est pour aller tirer plus de pétrole ou consommer beaucoup plus de produits. Donc, en fait, il faut remonter d'un cran quand on parle d'intelligence artificielle. À quoi ça sert d'en mettre partout? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, on n'en a juste pas besoin aujourd'hui. On avait déjà suffisamment de problèmes avant que ça explose. Donc, en fait, la question des usages finaux, elle est juste fondamentale et elle est non adressée dans 99% des cas. Il y a une étude super intéressante qui est sortie d'une association qui s'appelle Limite Numérique, qui a montré sur la question de à quel point en fait cette intelligence artificielle c'est une solution qui cherche un problème à résoudre. Ils montrent en fait, ils ont fait une analyse de toutes les interfaces numériques et ils montrent à quel point en fait la fonctionnalité elle est toujours
poussé par les utilisateurs. Donc en fait, c'est toujours des icônes qui sont beaucoup plus grandes. On nous force à l'utiliser dès qu'on rentre sur une interface numérique. Il montre aussi, par exemple, que c'est toujours la couleur violette qui est mise en avant, qui est une couleur qui est un peu associée à la magie. Et quand on regarde aussi les émoticônes qui sont associés, bah, en fait, pour l'IA, on a des espèces de trucs dorés qui explosent comme si c'était un peu magique. Alors que quand on utilise, par exemple, toutes les autres fonctionnalités, c'est des émoticônes qui vont refléter exactement ce à quoi ça sert. Par exemple, jeter à la poubelle, c'est une corbeille. Épinglé, c'est un trombone. Et donc, vraiment, il y a une espèce d'imaginaire collectif autour de la magie et on vient nous pousser cette solution. Et ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête. Et le dernier élément, c'est qu'on on peut pas parler d'IA sans parler de à qui profite cette intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une vision du monde. Parce que pour les développer, il faut avoir énormément d'argent. C'est pas quelque chose. Enfin, tout le monde peut pas se payer des modèles entraînés dans des hyperscales. Ça coûte énormément d'argent. Et aujourd'hui, ces intelligences artificielles, elles sont au service des entreprises qui les développent, qui sont majoritairement des entreprises américaines, qui ont comme unique objectif de faire du profit. Et donc, c'est ça qui se joue derrière. C'est une concentration des mains, du pouvoir dans les mains de quelques-uns. Et donc, en développant massivement ces usages, c'est aussi ces intérêts-là qu'on sert. Et ça, il faut l'avoir absolument en tête quand on utilise ces outils. C'est pas juste une question environnementale, c'est une question de pouvoir, en fait. C'est politique, du coup. Thomas, tu veux ajouter quelque chose à cette remarque? Oui, je suis aligné. Alors après, peut-être que ça m'amène à expliquer pourquoi on fait quand même des choses avec de l'intelligence artificielle. Alors déjà, je précise d'emblée que dans ce que je vais dire juste après, il ne s'agit pas et rarement d'intelligence artificielle générative. Donc là, dans les métriques, les ordres de grandeur qu'on a évoqués, il y en a beaucoup qui sont tractés par ce qui se passe par l'intelligence artificielle générative, surtout depuis janvier 2023, le chat GPT-3. Il y a d'autres formes d'intelligence artificielle. Donc malgré ce coût environnemental et tous les autres aspects qu'on n'a pas évoqués, mais qu'il faut regarder de très près, liberté publique, surveillance de masse, biais, éthique, etc., on se concentre là-dessus. Malgré ça, on estime qu'il est très pertinent de recourir à l'intelligence artificielle au service de la transition écologique. On le teste et on en fait la démonstration. Donc, je vais prendre des cas concrets. Euh, il faut, à l'échelle d'un territoire, savoir où est-ce qu'il faut planter des arbres, comment les planter, à quel moment, enfin une forme de cadastre de plantabilité, de calque de plantabilité, exploiter toutes les données naturelles disponibles pour organiser cela efficacement. L'intelligence artificielle est vraiment très très utile pour cela. Un des grands problèmes qu'a la France en matière d'eau, ce sont les fuites d'eau. Donc on dit en moyenne 20% de fuites d'eau potable, certains disent que c'est plus. L'intelligence artificielle permet d'utiliser les données sur les ondes sonores émises par les tuyaux. Donc on n'est pas du tout dans l'IA générative, donc on est dans des process beaucoup plus frugaux pour repérer ces fuites d'eau de façon non intrusive et agir pour les limiter. Donc là, c'est quelque chose aussi qui est en cours concrètement. Tous les exemples que je vous cite, ce ne sont pas des expérimentations, ce sont des investissements réellement faits par des collectivités territoriales suite à cette initiative qu'on a lancée. Donc c'est en gros 40 millions d'euros de projets qui sont en cours de déploiement. Si vous allez sur le site internet greentechinnovation.fr, greentechinnovation.fr, vous verrez, il y a dans la partie IA, il y a les projets territoriaux. Autre exemple, comment mieux organiser la collecte des déchets et la propreté en utilisant les données qui sont récoltées par les agents de propreté. Là, c'est à Metz que ça se passe. Bah, là aussi, l'intelligence artificielle est utile. Comment faire des préconisations de scénarios de plans locaux d'urbanisme qui intègrent les enjeux de végétalisation, d'artificialisation. C'est très très compliqué parce que dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme, on manipule des tonnes de paramètres. Bah, là aussi, il y a des formes d'intelligence artificielle qui permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc là, c'est à Saclay. En Vendée, on a un exemple pour élaborer un cadastre solaire, être capable de façon très précise et efficace de savoir où est-ce qu'il faut mettre de nouvelles capacités solaires.
Voilà. En Occitanie, on est sur la préservation des espèces. Voilà, voilà, et j'insiste, donc ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative à chaque fois. Et donc des exemples comme ça, autre exemple de complexité, des villes qui ont envie de faire des choix d'aménagement, d'organisation de territoire, en tenant compte des phénomènes de pollution. Pollution de l'air, pollution sonore, phénomènes de pollution qui eux-mêmes sont directement provoqués par la mobilité. Donc ils sont mobiles. Voilà, parce que les véhicules polluent énormément, ils font du bruit. Là, c'est pareil. Le recours à l'intelligence artificielle permet des choses qu'on n'imaginait même pas faire il y a 5 ans pour justement faire des choix plus efficaces dans la façon d'aménager le territoire pour prendre en compte ces phénomènes-là. Donc voilà, donc il y a quand même, et à chaque fois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on applique toutes les règles qu'on a sur l'intelligence artificielle frugale, donc qui s'étoffent au fur et à mesure. Il y a 4 ou 5 ans, on savait juste dire faisons attention à la localisation des serveurs, regardons le mix décarboné et commençons à appliquer ce commun que j'ai évoqué tout à l'heure, Green Algorithm. Et depuis, tout ça a pris à beaucoup plus d'ampleur, on est beaucoup plus sophistiqué. Donc on essaye de, et ce n'est pas forcément évident, de mesurer l'impact environnemental de l'IA qui est utilisée et de s'assurer qu'elle est largement et de façon incontestable inférieure au gain écologique qui est fait, que ce soit en tonnes de CO2 évitées, en vie humaine ou vie animale ou en éco-toxicologie, enfin en faune préservée, en consommation d'eau ou d'énergie. Donc les résultats sont plutôt encourageants. Donc voilà, voilà, c'est quand même, et puis même dans le domaine énergétique, donc qui est un petit peu au cœur qui cristallise beaucoup de débats. Bah, une ville moyenne, alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas réservé. On est aussi dans des technologies par rapport à ce que tu disais. Et là aussi, tu fais référence à certaines logiques de ces nouveaux marchés, donc réservés à des gens qui ont de l'argent, etc. Et tout. Et c'est vrai que c'est comme ça que c'est commercialisé. Mais on a des formes d'intelligence artificielle qui sont des systèmes d'intelligence artificielle qui font de la prédiction ou de la classification, qui sont tout à fait accessibles à par exemple, des territoires de taille moyenne. Je prends l'exemple de Noisy-le-Grand, voilà, dans la région. Donc là, c'est comment améliorer la performance énergétique de 200 bâtiments publics, avec derrière des gains, donc des gains aussi pour les contribuables. Et comment le faire en le corrélant avec un peu de démocratie citoyenne. C'est une initiative aussi, une ville qui a des initiatives d'utilisation de l'IA dans la concertation, notamment dans les quartiers. Enfin, bref, l'IA permet des gains assez importants là-dessus, voilà, sans que ce soit forcément des solutions réservées à des métropoles de niveau international qui auront des dizaines ou des centaines de millions à investir. Donc voilà, le message, c'est qu'il y a quand même un service rendu à la transition écologique. Là, la semaine dernière, enfin non, le 10 mars, le gouvernement, donc la ministre, a présenté le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC. Ah, il y a 52 actions. Et l'action 51, elle s'appelle Intelligence artificielle et adaptation. Donc, on va essayer sur des projets beaucoup plus petits, encore plus abordables pour les collectivités, avec un financement du fonds vert. Il reste quand même un peu d'argent public, hein, quand même, bah, de susciter justement des projets de recours à l'IA pour des gains écologiques très concrets et très court terme, avec à chaque fois un audit, une vérification de l'impact environnemental de l'IA. Donc là, on lance ça là, début avril. On va essayer de continuer à faire émerger. Et l'idée étant de sortir de ce qui s'est longtemps fait et qu'a évoqué aussi Étienne. En fait, c'est tout cette culture qu'il y a. Alors moi, je parlais des preuves de concept, voilà, de tous ces projets qui sont sous prétexte d'expérimentation, financés, mis en œuvre, qui ne servent strictement à rien, qu'on met à la poubelle, etc. Et tout. Là, c'est vraiment l'antithèse de ça. On essaye d'aller sur des sujets où il va y avoir un véritable investissement pour une action de gestion du territoire pour un gain direct et pas uniquement une expérimentation. Donc voilà un petit peu la situation sur ces sujets-là. Data for Good, c'est quand même, c'est un peu la même idée derrière aussi ou pas du tout? Et en fait, Data for Good, c'est vraiment l'idée de jouer sur deux niveaux. Le premier, c'est de venir outiller les acteurs de l'intérêt général, donc uniquement des associations
qui n'ont pas les ressources financières ou techniques en interne pour pouvoir utiliser du numérique, de la donnée, pour pouvoir aller plus loin dans leur impact. Donc, pour donner un exemple super concret, ça veut dire, et ça ne veut pas du tout dire qu'on utilise de l'IA nécessairement tout le temps, au contraire, on essaie d'en utiliser le moins possible. Mais c'est par exemple aller aider une association qui s'appelle Bloom, qui protège les océans, les aider à traquer en temps réel les plus gros bateaux de pêche pour dénoncer leurs agissements, identifier quand ils sont dans des aires marines protégées alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc, c'est vraiment essayer de les aider à rétablir un peu l'équilibre des forces par rapport aux acteurs contre lesquels elles se battent, dans une logique tout le temps de développement de projets qui sont en open source pour essayer de développer des communs numériques, mais aussi avec cette idée de toujours travailler avec des acteurs de terrain qui ont l'expertise, qui savent quelles sont les solutions, qui sont des associations qui agissent vraiment sur le terrain, et toujours avec cette idée un peu de technolucidité qui est vraiment de dire OK, on utilise la technologie, mais on est très lucide et de ses dérives et de la manière dont elle contribue aujourd'hui à être en grande partie un problème plutôt qu'une solution. Donc ça, c'est les projets qu'on va faire concrètement avec des bénévoles qui viennent aider des associations. Et en parallèle, à côté de ça, c'est du coup avoir une activité de mobilisation citoyenne et de plus en plus de plaidoyer contre les dérives de l'intelligence artificielle et du numérique sur nos vies et nos sociétés. Et en ce moment, l'action qu'on mène, par exemple, qui est très concrète et très actuelle, c'est en ce moment, il y a une loi de simplification dont vous devez tous avoir entendu parler, qui est débattue au Parlement. Et dans cette loi de simplification, il y a un article 15 qui dit que tous les data centers de taille un peu industrielle qui font plus de 30 hectares, en fait, ils deviennent des projets d'intérêt majeur. Et donc, ça veut dire que ils sont plus soumis à la loi sur zéro artificialisation nette. Ils n'ont plus aucune obligation en termes de protection des espèces. Ça devient du domaine de compétence de l'État d'imposer ces projets et plus des collectivités. Ça veut aussi dire que, en fait, on va subventionner l'électricité de ces data centers, etc. Et donc, en fait, il y a donc ça a énormément d'implications. Donc, ça va faciliter infiniment l'implantation d'énormes projets de data centers sur le territoire français, au motif de la souveraineté nationale. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on regarde les data centers en France, en fait, plus de la moitié ne sont absolument pas français. Donc, en fait, et sur la question des data centers, la question, c'est pas tant où est-ce qu'ils sont placés, mais qui opère les data centers, parce que c'est ça qui permet d'avoir une souveraineté. Donc aujourd'hui, ces projets ne vont absolument pas permettre une plus grande souveraineté française. Donc on est en train d'hypothéquer toutes nos ressources naturelles, de créer potentiellement des conflits d'usage sur l'eau, sur l'énergie, avec les besoins des riverains, de l'agriculture, sachant qu'en France, on est très exposé de plus en plus aux sécheresses et au stress hydrique, et qu'on avait déjà des débats sur les méga-bassines pour l'agriculture avant d'avoir ces data centers. Donc on essaye aussi d'agir, de faire en sorte que cette réglementation, elle passe pas, même si c'est mal barré, pour essayer de limiter en fait l'hégémonie de la technologie qu'on nous vend comme un espèce de discours complètement irrépressible, de quelque chose qui est obligé d'advenir. Et je pense qu'en tant que citoyen, c'est hyper important déjà qu'on comprenne ces sujets, qu'on comprenne ce qu'ils impliquent et qu'on s'interroge sur les usages, et pas qu'on n'ait pas une approche comme celle qu'on essaye de nous vendre aussi sur le climat, en mode on va tous aller trier nos déchets et faire nos petits gestes. Il faut avoir une approche collective, donc se rassembler dans des collectifs, agir avec les leviers qu'on a par notre travail, mais aussi par le levier, par exemple, des syndicats, qui, je pense, sont des excellents leviers pour essayer de trouver des changements systémiques à l'échelle de branches professionnelles. Donc, il faut entrer en résistance. Voilà, c'est mon petit message. Je vais revenir à un sujet plus terre à terre. Thomas, quand on a discuté un petit peu avant pour préparer cette conférence, tu évoquais un outil qui permettait de visualiser les consommations et les impacts individuellement. C'est à toute petite échelle, pardon. Oui, oui, en fait,
Donc, un des grands sujets qui est derrière, c'est l'acculturation des collègues, des agents, ça s'appelle comme ça dans la fonction publique. Donc, il faut sortir du premier cercle des personnes qui connaissent, qui comprennent. Et d'ailleurs, il y a, à titre personnel, je trouve qu'il y a des gros enjeux de politisation des choix qui sont faits en matière d'intelligence artificielle. Enfin, ça ne va pas suffisamment dans le débat public, tous ces choix technologiques. Il y avait eu une petite éclaircie pendant le Covid où on avait parlé de, c'était pas d'intelligence artificielle, mais de tous anti-Covid. On commençait à avoir des vrais débats de politique publique en lien avec la tech, des choix qui ont des conséquences très concrètes et directes sur la façon dont les citoyennes et les citoyens accèdent à des services publics ou privés. Et on manque un peu de ces débats-là. Donc, il faut que les agents, tout à chacun, et pas uniquement les experts, pas uniquement les professionnels, aient accès à un minimum de compréhension de cela. Donc ça passe par, alors on fait des cafés IA entre 13 et 14 heures, on prend 50 sans agents et on fait un travail d'acculturation sur le sujet. Et là, la semaine dernière, donc on a effectivement donné l'accès à tous les agents du pôle ministériel, donc plusieurs dizaines de milliers d'agents, à un outil donc, qui s'appelle Sophia. Alors pour le coup, c'est une IA générative, donc basée derrière sur Mistral, entre autres. Et puis il y a une autre entreprise très impliquée aussi dans For Good qui a fait un beau travail là-dessus. Donc en gros, on sécurise les données que les agents vont aller utiliser, qui profitent de la puissance du modèle, qui est le modèle de Mistral, mais les données qui sont utilisées dans les requêtes qu'ils vont faire pour avoir des premières synthèses, pour structurer une recherche documentaire, ce sont uniquement les données du ministère, donc ADEME, CEREMA et ministère. Mais ça reste une IA générative, et donc avec un vrai sujet environnemental. Et donc on a fait développer et co-développer une fonction qui permet aux utilisateurs à tout moment d'avoir l'équivalent en grammes de CO2 de chacune des actions qui sont faites au travers cet outil-là. On le transforme aussi en équivalent marche, etc. Et c'est vrai que ça impressionne beaucoup les personnes, parce que ça va très très vite. Ça monte vraiment très très vite. Donc des personnes qui ont pris l'habitude d'utiliser ChatGPT ou les concurrents dans la sphère privée, là, dans un cadre professionnel, commencent à réaliser l'empreinte écologique vertigineuse de ces outils-là. Donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai que enfin, il y a vraiment un effort à faire d'acculturation, d'éducation populaire, aussi pour tous les autres sujets qu'on ne doit pas aborder ce soir, là, qui sont des sujets éthiques, de responsabilité, etc. Mais il faut, voilà, on commence à être dans notre quotidien directement concerné par ces choix qui sont faits de recourir à l'intelligence artificielle de telle ou telle façon. Donc voilà. Donc là, il y a un très gros effort qui est fait par le pôle ministériel sur ce sujet-là. Et sinon, un peu l'autre façon qu'on a décidé d'investir pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, bah, ça s'est matérialisé hier, là. C'était notre deuxième grosse journée sur les sciences comportementales. Donc, on essaye de repérer en fait des domaines scientifiques pluridisciplinaires, de faire monter à bord différents types d'experts pluridisciplinaires. Et on a trouvé que les sciences comportementales appliquées aux enjeux de mobilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle au service de notre transition écologique, hein, c'est uniquement sur ces sujets-là qu'on est, ça ouvre des champs extrêmement intéressants pour avoir des recours à l'intelligence artificielle toujours plus judicieux, peut-être des nouvelles idées, et essayer aussi d'avoir un peu d'influence sur certains comportements associés, parce que si on n'arrive pas à réguler les comportements, ça sera très compliqué. Vous savez, on est un peu dans ce moment aussi qu'on avait vécu à un moment donné. Alors, à la fois, il y a eu une première fois au début de l'Internet, et puis après, il y a eu au moment de l'arrivée des smartphones, où les citoyennes, les citoyens étaient mieux équipés, plus agiles que ce qu'ils avaient dans l'environnement professionnel. Donc là, il y a des habitudes qui sont en train d'être prises par tout un chacun, qui ont donc les conséquences qu'on a évoquées, en plus sans modèle économique, parce qu'il n'y a aucune monétisation. Donc ce qui se passe dans la sphère professionnelle, donc là c'est dans la sphère publique, ça peut être un cadre pour faire évoluer tout ça, faire évoluer ses comportements, travailler la prise de conscience et aussi les compétences puisque il y a l'idée qu'un très grand nombre de femmes et d'hommes, en définitive, ont des compétences qui, après un petit peu d'activation, de mise à niveau, d'ouverture, peuvent leur permettre tout à fait
d'avoir eux aussi leur propre analyse des enjeux associés à l'intelligence artificielle ou à la donnée, de faire des propositions, etc. À l'instar d'ailleurs ce qu'on peut retrouver dans Data for Good. D'ailleurs, tu es modeste, tu en parles pas, mais moi je vous conseille vivement d'aller regarder les webinaires des saisons de Data for Good, parce que Data for Good, c'est une ONG qui ne fait pas que du manifeste, qui agit aussi concrètement, et vous avez un système de saison où vous présentez vos projets et vous présentez après, quelques mois après, les réalisations, et c'est extrêmement intéressant. En 1 heure et demie, vous avez un panel très concret qui vous permet de voir en quoi la donnée, l'intelligence artificielle peut être utile à telle ou telle cause, écologie, éducation, santé. Enfin, c'était une petite. Voilà. Donc nous, on est un peu sur ce grand écart-là, avec, dans le contexte de contraintes de finances publiques que vous connaissez, l'ambition d'aller fortement là-dessus. Et ça passe aussi, voilà, je vais conclure là-dessus, par le cas des dirigeants, quoi. Il faut que les dirigeantes et les dirigeants du service public soient eux-mêmes acculturés. C'est peut-être pas les premiers qui ont commencé à utiliser ChatGPT dans leur vie personnelle pour toute une raison un peu sociologique, d'âge ou autre. Donc là, il y a aussi des gros enjeux pour les managers, les dirigeants à comprendre ce qui se passe. Bon, il y a des enjeux de sécurisation aussi des données qu'on partage ou pas quand on utilise ces outils-là. Et puis des grandes questions managériales. Quid de toutes ces notes, toutes ces productions qui remontent, dont on sait en fait qu'elles n'ont pas été produites par les agents, avec une grosse question sur la compétence dans le domaine de la fonction publique, c'est que on est nombreuses et nombreux à être devenus ce qu'on est parce qu'on a passé des années à se prendre la tête sur des volumes monstrueux de rapports complexes, à les synthétiser, à faire des liens entre eux, à faire de la fertilisation croisée, à avoir des idées, à évaluer tout ça. Et ça a produit un certain type de compétences, de gens qui après étaient capables de gérer une forme de complexité, de systémique, voilà, parce que les politiques publiques, il y a toujours des gagnants, des perdants, c'est très compliqué, enfin, vous savez bien tout ça. Et donc là, si c'est l'intelligence artificielle qui fait une grande partie de tout cela, quelles sont les autres compétences qu'il faut continuer à avoir? Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Donc là, il y a toute une série aussi de questions qui sont en train d'émerger au niveau du management, de la direction. Et si ça vous intéresse, je vous intéresse de suivre de près ce que fait le laboratoire de l'INRIA qui s'appelle Laboria, qui a lancé de grandes initiatives avec plusieurs ministères, avec Bercy, avec les travailleurs sociaux, avec la santé, pour justement commencer à travailler ce terrain-là et à sortir des premiers référentiels. Là aussi, il faut tout inventer sur l'impact qu'a l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Voilà. Avant de passer la parole à la salle, j'ai profité de mon privilège d'avoir le micro pour poser une question, faire vraiment un pas de côté, parce que je sais que ça intéresse certains. Ceux qui sont engagés dans les enjeux de transition, c'est pas toujours simple. Surtout en ce moment, on se heurte à des questionnements, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que tout ça. Et moi, je voulais te demander, alors, je ne vais pas demander à Lou parce que c'est son boulot, mais je voulais te demander, Thomas, comment, même si tu es au ministère de l'Environnement, comment est-ce que tu fais pour porter cet enjeu et le faire partager? Alors, dans ce ministère, en fait, il y a beaucoup. Moi, je l'ai rejoint il y a 5 ans maintenant. Voilà, même dans la fonction publique. Mais ta question porte sur la transition écologique, ça, l'engagement. Cet enjeu dans son ministère, dans l'interministériel, Mm. dans ce sommet par exemple. Oui. Donc, il y a des agendas qui sont très favorables. Donc, le sommet en était un. Donc, le sommet mondial, quand il a été imaginé au début par les équipes de la présidence de la République il y a 1 an, ils n'avaient pas forcément eu l'idée de mettre l'environnement comme un élément phare, mais c'était normal. C'était le moment où on commençait à sortir ce référentiel général de l'IA Frugal, l'AFNORSPEC, etc. Enfin, je la fais courte. Finalement, ils ont décidé à l'automne, après des propositions, d'en faire un élément phare du sujet. Donc, il y a parfois voilà, des moments qui permettent d'accélérer sur des sujets. Mais sinon, si tu fais référence à l'actualité à la fois internationale et française, oui, on est dans un moment qui est compliqué. L'intérêt de cette matière-là, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle reste, comment dirais-je, priorisée
C'est-à-dire qu'on peut profiter, comment dirais-je, d'une forme d'effet de mode, d'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut continuer à agir. Et c'est vrai aussi pour la donnée. La semaine prochaine, on fait quelque chose de très important sur la donnée pour la santé et l'environnement. Enfin, il y a une priorisation qui est faite pour les sujets d'intelligence artificielle et de données qui font qu'il y a une capacité d'intervention qui reste quand même certaine. C'est une des priorités qui est portée par le gouvernement, donc qui permet malgré tout d'avoir encore des ambitions extrêmement fortes, de tester des choses, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les dimensions de ces politiques publiques-là. Non, non, c'est vrai que d'un côté, ce sont des missions qui attirent naturellement des profils hyper engagés, donc qui sont attirés par la transition écologique, qui sont attirés par l'innovation, par l'intérêt général, le service public, la data, l'intelligence artificielle. Donc, on attire des talents incroyables qui vont avoir une énergie, parce que c'est ça la première réponse à ta question, c'est ces femmes et ces hommes qui font que on arrive à faire tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est la partie un peu positive. De l'autre, c'est vrai qu'on est dans un contexte où c'est voilà, c'est factuel, c'est des éléments qui sont beaucoup moins prioritaires que ça ne l'était il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est un vrai sujet. Dans le cas de la donnée, l'intelligence artificielle, on a moins, entre guillemets, à s'en plaindre, puisque ça reste par ailleurs une priorité pour d'autres raisons, des enjeux de souveraineté, de compétitivité, d'innovation, etc. Donc, on peut trouver la place pour agir dans ce domaine-là, malgré tout, avec des belles petites ambitions. Bah, sur la santé environnement, je vous conseille d'aller voir le site internet. Donc, c'est gd4h.ecologie.gouv.fr. GD4h pour le Green Data for Health. C'est un truc assez remarquable qui donne accès à tout à chacun, à toute la donnée sur l'impact qu'a l'environnement sur la santé, donc l'impact pollution de l'eau, pollution de l'air, bruit, pesticides, vagues de chaleur, etc. Et qui, parce qu'on a donné accès à ces données, permet d'enclencher des projets pour des professionnels et pour des chercheurs pour mieux comprendre pourquoi on a des clusters de cancer pédiatrique à tel endroit, beaucoup de maladies cardiovasculaires à tel autre, etc. Et, tout. Enfin, et là, on voit la donnée et parfois l'intelligence artificielle qui permettent d'agir. Donc là, on est sur des sujets qui sont très soutenus, voilà, parce qu'il y a aussi cette dimension data, IA, mais qui au final servent la politique publique, ici en l'occurrence de santé environnement. Merci beaucoup. Je propose de passer aux questions qui sont sûrement nombreuses sur ce sujet qui enflamme facilement les personnes. Bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Thomas Cotinet. Donc moi, je m'occupe de développement durable pour le digital chez L'Oréal. Et donc, j'aime beaucoup votre approche. Et pardon, d'abord, il faut s'assurer du bon usage, et vous avez absolument raison, de l'intelligence artificielle dans un sujet donné. Et si on suppose que c'est le bon usage, j'aime bien l'approche qui est d'un côté réduire l'impact, donc l'intelligence artificielle frugale, et de l'autre côté l'utiliser pour influencer des comportements. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on pourrait l'utiliser pour influencer des comportements de consommation et en faire des comportements de consommation vertueux, c'est-à-dire guider les consommateurs dans une jungle de produits dans lesquels c'est impossible de décoder dans quelle mesure ils sont plus ou moins favorables à l'environnement ou défavorables à l'environnement. Est-ce que c'est un sujet sur lequel l'IA pourrait nous aider? Alors là, nous, on est plutôt sur comment est-ce qu'on mobilise les sciences comportementales pour organiser différemment la façon dont on collecte la donnée, parfois pour l'utiliser en matière d'IA. Après, oui, il y a plusieurs domaines. Si on veut accélérer sur le covoiturage, on sait qu'il y a des enjeux de comportement très forts. Est-ce que l'intelligence artificielle va permettre d'influencer ces comportements? Je ne le sais pas. Moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les sciences comportementales, en revanche, offrent des points de repère et qu'on s'en sert pour organiser différemment la façon dont on utilise la donnée. Mais oui, c'est vrai que sur toute une série de comportements, sur les réflexes par rapport aux enjeux de réparabilité ou pas, sur la lutte contre la pollution lumineuse, on a beaucoup de sujets
sur lesquels il y a des choses qui pourraient être faites. Pour l'instant, je suis très prudent parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont tirées par le côté très impressionnant qu'a l'IA générative en ce moment et ses performances. Donc après, ça déclenche pas mal de fantasmes, voilà, d'idées sur toutes les matières dans lesquelles on pourrait l'utiliser. Là, ça va quand même assez loin par rapport à votre question. Et puis aussi, il faut prendre garde, puisque vous parlez de consommation, à la façon dont on préserve le libre arbitre et la capacité réelle du consommateur à savoir ce qu'il consomme, comment ça lui a été amené, dans quelles conditions, etc. Enfin, ça pose toute une série de questions. Dans l'absolu, oui, ça pourrait, euh, ça pourrait aider, mais ça n'aura de sens que si la consommation proposée, ce sont des services et des produits responsables qui font sens et qui ne participent pas à ce qu'impliquait Lou. C'est-à-dire que si on fait tout ça pour, in fine, euh, voilà, enfin, rajouter de la consommation qui elle-même a un impact écologique catastrophique. Voilà. Mais oui, alors j'ai pas d'exemple, j'étais en train en même temps que je parlais, j'ai cherché un exemple concret, j'en ai pas encore à vous proposer. En théorie, oui. Mais voilà, et après, je pense que ça pose quand même pas mal de questions. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de responsabilité des entreprises. Je crois il y a assez rapidement beaucoup de grandes entreprises qui vont avoir des questions déontologiques à se poser parce que ça va être très, très tentant de faire certaines choses dans certains domaines. Et est-ce qu'on va le faire tout en prenant la mesure du truc et en essayant de s'assurer que derrière, l'impact est quand même positif et que les consommateurs restent éclairés? Enfin, tout ça, il y a tout un champ qui reste à explorer sur lequel il va falloir être très vigilant. Ouais, sachant que pour compléter, il faut voir l'évolution que les IA génératives sont en train de prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression un peu que on lui demande et que ça nous répond de manière neutre. Mais en fait, demain, et c'est déjà dans les projections de développement, en fait, demain, ça va venir nous recommander des produits. Comme aujourd'hui, quand on utilise Google, en fait, les 3 premiers résultats, c'est des résultats sponsorisés. Et donc, en fait, ça devient hyper dangereux dans la manière dont on consomme parce que les gens ont de plus en plus un rapport à l'IA qui est comme si c'était une espèce de dieu presque. En plus, comme c'est de l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est hyper sûr, que c'est rationnel et que tout ce qui en sort est vrai. Donc notre libre arbitre et notre rationalité par rapport à ça est complètement perturbée. Et donc en fait, c'est plutôt enfin, aujourd'hui, on est plutôt en train de prendre le chemin inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces IA, elles viennent beaucoup plus pousser à la consommation que aider les consommateurs à faire des choix raisonnés. Ça va être de pire en pire parce que ça devient de plus en plus insidieux. Et en plus, plus on discute avec une intelligence artificielle générative, plus elle nous connaît, plus elle va comprendre les ressorts là, tout à l'heure, Tiens, il parlait de c'est hyper persuasif. Bah oui, en fait, c'est capable ça nous connaît super bien. Plus on répond, plus ça nous connaît, plus en fait ça peut nous faire gober tout et n'importe quoi. Donc c'est hyper dangereux en fait. Une question sur la régulation. Donc, vous avez mentionné, Monsieur Cotinet, pas mal d'outils développés parfois au niveau local dans une administration, même si c'est pour des milliers d'agents. Comment vous voyez effectivement le passage à l'échelle de ces normes de soft law et donc leur mondialisation, avoir des référentiels vraiment mondiaux et pas uniquement régionaux. Donc, vous avez évoqué l'initiative IA Frugal, référentiel français, puis la poussée au niveau européen. Quelle est la cible que vous vous donnez à échéance, je sais pas, de 1 an, 2 ans, 5 ans, d'obtenir effectivement des référentiels sur une IA frugale mondiale, sur de la consommation d'effets de ressources, même si c'est que sur le sujet énergétique dans un premier temps ou carbone. Enfin voilà, quelle est la cible ou les prochaines étapes que vous voyez dans les prochains mois ou années pour arriver à quelque chose de encore plus d'impactant au-delà de toutes les petites initiatives qu'on peut voir, même s'ils sont au niveau français déjà. Voilà. Oui, donc là, pour le coup, le sommet a été utile parce qu'on a profité de la présence en France de toute une série d'acteurs. Donc, on a préparé, donc on avait proposé quelques mois avant de mettre en place, donc, au niveau international et mondial, une feuille de route
de maîtrise de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Donc, ça a commencé à être discuté. On a pu présenter le 11 février dernier des premières orientations générales de ce que ça pourrait être. Et depuis, il y a toute une série d'acteurs qui ont rejoint. Donc les 160 membres de la coalition pour l'intelligence artificielle ne sont pas tous impliqués dans cette feuille de route internationale, mais un grand nombre le sont. Et donc là, ça avance pas mal, les réunions continuent, etc. Enfin, il y a une convergence qui se fait entre quelques acteurs étatiques, industriels et d'organisations internationales et de quelques ONG aussi. Et l'objectif, on souhaiterait, dans l'année qui vient, sans trop attendre, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure les échéances de type COP, G7, etc. On souhaiterait être en mesure de dévoiler un véritable référentiel international qui aurait de véritables chances d'être utilisé, puisque co-construit avec une partie de l'industrie, de la recherche, des administrations de différents continents, de différents pays. Donc ça avance plutôt pas mal. Et puis peut-être que des échéances comme les grandes rencontres internationales de l'Organisation internationale des télécoms, où il y a plus de 10 000 personnes aussi, peut-être que aussi ce genre d'événement pourra jouer un rôle là-dedans. Voilà, c'est un sujet qui avance plutôt bien avec cette approche norme volontaire. Mais c'est déjà pas mal et c'est peut-être le terreau pour un jour prendre des décisions un petit peu plus contraignantes au niveau européen ou national. C'est une norme volontaire certifiable ou c'est juste... Donc oui, effectivement, donc c'est pour ça que derrière, c'est les référentiels AFNOR, ISO, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un véritable corpus de certification, mais on n'est pas dans un registre où il y a interdiction de ceci, interdiction de cela. C'est une logique où les entités doivent adopter la norme en question. Voilà. Mais il y a plein de domaines de la vie de tous les jours où ce type de normes ont fait ses preuves. Vous pouvez monter des escaliers, passer dans des endroits en toute sécurité parce que des normes de ce type-là, enfin, voilà, ont été mises en place et ont fonctionné. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est l'approche qui est choisie et qui prospère malgré la nouvelle donne internationale, qui est quand même devenue un paramètre clé. Enfin, les conséquences des nouvelles positions nord-américaines sont quand même très, très, très fortes sur tout ça. Donc il faut réussir à agir malgré ça. Le prochain pays qui accueillera un sommet mondial pour l'intelligence artificielle, c'est l'Inde, voilà, qui est, comment dirais-je, de toute façon, voilà, qui n'est pas forcément connu pour sa politique environnementale très, très, très ambitieuse, mais c'est normal, c'est toute une histoire. Donc mais qui, justement, sur ce sujet-là, a décidé de rejoindre cette ambition-là et apporte beaucoup de choses. Donc, on fonde des espoirs pour être capable, dans un an, d'avoir de grandes avancées sur cette partie-là, donc sur la feuille de route internationale. Et si, enfin, vous pouvez me contacter. Là, j'ai un trou mais il y a des jalons qui seront publics. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn ou autre, et je vous partagerai, je vous enverrai les trucs parce que tout ça est public. Voilà. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Pardon. Lou doit y aller, c'est ça? Dernière minute. Alors, s'il y a des questions pour Lou, on va peut-être les prendre en priorité et puis peut-être après une petite conclusion. Merci. Bruno Deprel, Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Étienne Grasse disait tout à l'heure, il ne faut pas confondre énergie et carbone. C'est vrai, mais l'énergie non carbonée n'est pas neutre du point de vue écologique. L'énergie non carbonée, c'est de l'extraction minière, c'est de la biomasse. Dans les deux cas, ça n'est pas sans impact sur l'environnement. Par ailleurs, je suis très sensible à ce que disait Louvel Green tout à l'heure sur le fait que faut d'abord se poser la question c'est quoi les besoins. J'ai en tête alors c'est probablement pas de l'IA générative, ça doit être de l'IA tout court, le fait d'avoir des drones qui vont déposer des pesticides à l'intérieur de chacun des plants de riz, par exemple, puisque j'avais fait un travail sur la Camargue.
Bon, oui, sans doute, c'est bien, ça permet de réduire les pesticides, mais il y a peut-être aussi la possibilité de réfléchir à l'agroécologie je rappelle, des travaux qui montrent que sur le plan de la production, il y a la possibilité, avec l'agroécologie, d'avoir le même niveau de production qu'avec l'agriculture industrielle telle qu'elle est aujourd'hui. Simplement, c'est un autre, évidemment, c'est une autre organisation, et il y en a un certain nombre d'acteurs qui ne s'y retrouvent pas. C'est autre chose. Et puis, troisième point, c'est quoi les moyens? Parce que vous parliez de la... J'ai été aménageur pendant 15 ans, donc la question des fuites d'eau dans les réseaux, je l'ai bien connue. Mais je dirais qu'une fois qu'on a repéré où étaient les fuites d'eau, encore faut-il savoir si on a les moyens pour les réparer. Et ce qui renvoie aussi à un modèle d'aménagement qui a multiplié les réseaux avec des collectivités qui n'ont pas les moyens de toute façon de les réparer. Donc vous avez à la fois de l'eau propre qui va dans la nappe, ça c'est pas trop grave. Quand c'est de l'eau usée qui dégrade de l'environnement, c'est voilà. Donc ça renvoie aussi, je veux dire, à cette question effectivement de caractère incontournable de la sobriété. Je pense que et c'est vrai que de ce point de vue-là, je suis très sensible à ce que disait Louvel-Green sur le fait que ça donne l'illusion, encore une fois, de pouvoir échapper à cette exigence absolue d'un modèle qui soit beaucoup plus sobre que notamment celui qui a prévalu au cours des 50 dernières années. Bah, je pense que vous m'avez volé mon mot de la fin. Non, mais je suis totalement d'accord. Et en fait, je pense que, enfin voilà, à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, on rentre tout de suite dans le comment et de comment est-ce qu'on réduit les émissions, etc. Et en fait, c'est pas ça le sujet pour moi. Il faut remonter d'un cran et vraiment se demander à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Et aujourd'hui, là, on a cité des exemples positifs et c'est très bien. Mais en fait, aujourd'hui, c'est mon estimation à moi, hein, source Louvain, mais aujourd'hui, je pense que 95% des usages qu'on fait de l'IA sont totalement inutiles en fait. Et c'est ça qu'il faut réduire à la base au lieu de se demander comment est-ce qu'on va être beaucoup plus efficace. Enfin, si bien sûr, il faut le faire, mais en fait, ça ce sera une fois qu'on aura vraiment choisi les usages prioritaires. Et en fait, on est dans une espèce de course où toute l'industrie se met en branle et surtout les GAFAM pour nous expliquer que c'est incontournable, que si on ne fait pas ça, on a raté le virage technologique, qu'on va être à la traîne. Et en fait, je pense que c'est faux parce que bah, comme on l'a dit plusieurs fois, aujourd'hui, on n'est vraiment pas super au clair sur ce que ça nous apporte. En parallèle, qu'est-ce qu'on perd à mettre en place tous ces services? On est beaucoup plus dépendant d'entreprises étrangères. Cognitivement, je pense qu'on est en train de générer des générations de gens qui sont décérébrés parce qu'ils savent plus se poser des questions, raisonner et progressivement, en fait, franchement, j'ai déjà parlé avec des gens qui me disent aujourd'hui, quand je peux pas demander à ChatGPT, je sais plus par où commencer quand je dois écrire quelque chose. Parce qu'en fait, on s'habitue tellement à utiliser ces technologies qu'on ne sait plus s'interroger. Donc, bon, j'ai peut-être exagéré quand j'ai dit décérébré, mais je pense vraiment qu'on perd des capacités cognitives. Et donc, je pense qu'il y a une question qui est donc 3 trucs, vraiment s'interroger fondamentalement sur les finalités, les usages, de réguler. Typiquement, la question des IA, de recommandations, bah, en fait, les plateformes des réseaux sociaux, il faut qu'elles soient responsables du contenu qu'elles éditent pour arrêter, pareil, de façonner complètement la manière dont les gens vont façonner leurs opinions et du coup, dont on va pouvoir faire démocratie, parce qu'aujourd'hui, c'est nos démocraties qui sont en jeu. Il y a plein de régulations à penser. Aujourd'hui, on veut sortir, il y a beaucoup plus de régulations pour sortir une nouvelle bouilloire. Il y a tout un cahier des charges de je ne sais pas combien de pages pour faire quelque chose de sécurisé. Et en parallèle, n'importe qui peut sortir un algorithme qui va impacter des millions, voire des milliards de personnes. Et il n'y a aucune régulation là-dessus. Donc, c'est fondamental d'avoir beaucoup plus de régulation. Et puis la dernière chose, c'est la question du pouvoir et de à qui ces algorithmes servent. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience des algorithmes et des technologies qu'on utilise et du coup de ce que j'ai dit tout à l'heure, du fait que leur usage est vraiment politique et qu'il faut repolitiser ce combat. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a encore un intervenant. Et il y avait une question, 2 questions. J'en avais vu 2.
Oui, vous avez abordé plusieurs fois la question économique, mais finalement, en l'effleurant, bon, j'imagine que vu les intérêts en jeu, on se dit qu'il y a une forme de rationalité, mais on voit aussi qu'il y a une espèce de bulle qui se crée et que on se dit peut-être, enfin, je ne veux pas faire des scénarios, mais si demain il y a un krach boursier de toutes les deep tech parce qu'ils sont allés trop loin, etc., il n'y aura plus les ressources pour faire tout ce qui a été identifié, la prise du pouvoir d'ailleurs qui accompagne ces investissements et ces propositions. Alors, moi, je voulais savoir un DeepSeek qui arrive et qui disrupte le modèle économique des GAFAM. Bon, il sera peut-être racheté par des GAFAM lui-même. Est-ce que ça ne change pas complètement le système? C'est-à-dire qu'on irait par d'autres voies vers une forme d'IA frugale? Oui, alors l'économie, on l'effleure parce que le sujet du soir, c'est l'impact environnemental, mais bien évidemment, elle est derrière. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu derrière. Donc, factuellement, c'est une bulle, effectivement, parce qu'on a des capitaux qui affluent énormément. Donc, dans une logique en fait de cycle, un petit peu de R&D, donc avec un pari qu'il y aura un marché derrière, que ces innovations rencontreront un marché des usages monétisés, ce qui n'est pas forcément le cas. Pour l'instant, c'est du techno push, on pousse le marché et la population adopte. Donc oui, tout ça est en théorie fragile, parce que si, in fine, il n'y a pas de marché, ben, à un moment donné, il faudra bien reboucler. Alors, est-ce que ça fera de la frugalité par la crise de facto? Je ne sais pas. Peut-être. Je crois que la façon de raisonner sur tout ça est en train d'être aussi beaucoup impactée par quelque chose qu'on n'a pas non plus évoqué, c'est la guerre, les guerres, les relations internationales, le changement de donne au niveau international, des alliances, la souveraineté, les efforts de défense, etc. Enfin, on est aussi sur un sujet qui se retrouve directement au cœur de ces nouvelles considérations et qui n'ont pas forcément le rationnel économique comme priorité, puisqu'on est sur des enjeux de défense notamment. Donc voilà, donc tout ça est assez compliqué. Oui, alors moi je partage votre sentiment, mais après, des personnes pourraient vous dire, si on regarde a posteriori ce qui s'est passé sur d'autres technologies, il s'est passé exactement la même chose. Et voilà, Monsieur Bezos, il a fait 25 ans sans dégager $1 de bénéfices, hein. Il a fait 20 ou 25 ans et il arrivait à lever des capitaux. Voilà, alors ça permettait de tuer les concurrents, etc. Enfin, tout ça, c'est le côté un peu capitalisme, un peu sauvage. Mais voilà, donc il n'y a pas non plus de fatalité à ce que ça se termine comme ça. Et je trouve que dans l'impact en fait sur la nouvelle donne internationale est peut-être pas encore complètement pris en compte. Ça déclenche déjà des décisions quand même assez incroyables en matière d'investissement, hein. L'Allemagne, là, c'est 1000 milliards, etc. Et à l'intérieur de ces investissements, on va trouver aussi des investissements, des choix qui vont concerner l'intelligence artificielle, pas avec des considérations écologiques, toujours avec quelques considérations économiques, parce que derrière, c'est aussi une façon de soutenir certains industriels, mais avec avant tout des considérations de souveraineté. Voilà, donc ça complexifie encore plus la capacité à répondre à votre question. Après, le côté qui est un peu positif par rapport à l'économie, c'est qu'il y a un grand nombre d'industriels, et je pense que même les géants en interne, les géants de la tech, ont des parties qui travaillent là-dessus, qui croient à des marchés pour des systèmes d'IA frugales, pour des usages frugaux, etc., pour un paquet de raisons, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a aussi des sujets de marge, il y a des marchés à capter. Donc il y a quand même une innovation qui se fait tirer par le marché pour déboucher sur des nouveaux systèmes d'IA frugales. Alors c'est ce que certains appellent entre autres la troisième voie. Alors, ça n'annule pas du tout tous les sujets qui ont été posés par Étienne, Lou et moi depuis le début, mais voilà, ça peut, voilà, si on a une partie de ces capitaux, une partie de cette intelligence
qui est orienté réellement, sincèrement par ça, on peut aussi avoir des bons résultats, des bonnes surprises. En tout cas, l'Europe a une vraie carte à jouer là-dedans. Il y a une place à prendre pour que les champions de l'IA frugale soient européens, soient français. Et il y a pas mal d'entreprises qui se positionnent là-dessus d'ores et déjà. Donc ça, c'est un mouvement aussi qui est intéressant. S'il n'y a plus de questions, nous sommes quasiment à l'heure. Donc, Étienne, le seul survivant, Thomas, pardon. Une conclusion? Oui, peut-être plus un conseil, parce que l'intelligence artificielle, la donnée, la data science, il y a une façon dont c'est commenté, présenté dans les débats publics, ça fait très technologique. Ça peut donner l'impression que ce sont des sujets qui sont réservés à des personnes qui ont des connaissances scientifiques, une culture technologique, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est, si ça vous intéresse, d'y aller, renseignez-vous, vous verrez. Alors, il est tout à fait possible de comprendre et de monter en compétence sur ces sujets, même si on n'a pas de culture scientifique. Je le dis parce qu'autour de moi, j'ai observé une forme d'autocensure par rapport à ce sujet-là, qui est gênante, puisque comme on l'a dit, ça devient omniprésent, non seulement dans notre vie quotidienne, mais dans des choix de politique publique ou dans des choix de stratégie industrielle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller consommer tous les produits, entre guillemets, d'acculturation sur ce sujet. C'est possible voilà, de monter et de se forger son propre avis sur la question, y compris sur les autres aspects qu'on n'a pas évoqués ce soir, les aspects éthiques, de biais sociaux, etc., de responsabilité, de respect des libertés publiques qui sont assez importants aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à poursuivre l'élan de cette soirée en allant vous documenter. Voilà, c'est vraiment possible, même si on n'est pas scientifique, d'acquérir un très très bon niveau de compréhension et d'avoir des idées sur le sujet et de se forger sa propre opinion sur tout ça. Merci beaucoup. Et donc, pour Sciences Po, prochain événement, c'est le 9 avril avec Alexandra Palt, ancienne directrice RSE de L'Oréal et qui est devenue doctorante et qui, par ailleurs, préside le WWF et qui parlera du leadership, de la transition écologique et de l'éthique. Beau sujet. De trois intervenants, c'est temps de 2 minutes. Alors, je mets l'horaire assez bien. Et le 7, c'est un lundi. Le 9, non, c'est pas. Ah, ça, alors. C'est le 9. Je dis le 7. Le 7, c'est une. C'est un. Non, c'est pas un mercredi, ça m'étonnerait. On essaye d'éviter le mercredi. Je dis le 7 avril. Non, c'est le 9. Le 9. Non, ça doit être un jeudi, parce que le premier, c'est pas mercredi. Mardi 1er avril. Non, c'est un jeudi. A plus 8, A plus 7. 9, c'est un jeudi.
Non,
Mais en vrai, parce que là, sur l'impact environnemental de